Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de Makers, le podcast avec des entrepreneurs. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'on s'est déplacé pour l'occasion à Montpellier, au siège de cet entrepreneur. Donc il a créé la société il y a 40 ans aujourd'hui. C'est un des plus grands entrepreneurs français, il est franco-syrien. Il m'a fait donc le plaisir de me recevoir aujourd'hui dans son bureau pour un nouvel épisode très spécial de Makers. Bonjour Monsieur Altrad. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Je suis très heureux d'être aujourd'hui. En plus, vous nous recevez ici chez vous à Montpellier, au siège d'Altrad. J'aimerais d'abord commencer à reprendre un petit peu votre parcours parce que vous avez une histoire, et on en parlait juste avant de commencer l'interview, un parcours et une histoire absolument incroyable. Et j'aimerais qu'on revienne, en fait je pense qu'on est le fruit de ces expériences passées, en partie en tout cas. Et j'aimerais d'abord qu'on commence avec votre parcours, en fait, vos origines, d'où vous venez. Donc vous êtes né bédouin dans une tribu sédentarisée au nord du désert syrien, donc vers Raqqa. C'est quoi vos plus vieux souvenirs de cette période-là? C'est le souvenir d'un bédouin qui bouge, qui n'arrête pas de bouger toute sa vie. En fait, ce sont des tribus. Et dans la tribu, vous avez tous les ingrédients d'une société, si vous voulez, d'une société dans le sens, pas d'entreprise, mais d'une société. C'est-à-dire, vous avez des classes, les classes supérieures, les classes moyennes, et puis le reste, quoi, hein, le tout venant. Et ça bougeait. Et j'étais en haut et en bas. Le père, hein, qui était le chef de la tribu c'est ancestral. Hein, le premier bédouin de l'humanité, c'est Abraham, donc notre ancêtre. Et puis le bas, c'était ma mère. Donc elle était ce qu'on peut appeler la banlieue ou la partie un peu extrême du village, de la tribu, des tentes. Ce monsieur a cherché à maîtriser un peu toute la tribu. Et il n'y a pas de code, si vous voulez, autre que le code qui a toujours existé, qui s'est construit sur la domination. D'ailleurs, l'Europe aujourd'hui, c'est pas différent. Regardez nos hommes politiques, ils se battent tous les jours pour se dominer, en quelque sorte. Donc ce monsieur, une partie de sa domination, c'était qu'il peut coucher avec n'importe qui. Donc il a trouvé une petite jeune fille de 12-13 ans et il l'a violée, quoi. Et ça a donné naissance à mon frère aîné. Et puis il a recommencé quelque temps après, et puis c'est là où je me trouve en face de vous. Donc cet acte un peu criminel en quelque sorte, eh bien c'est ça le souvenir. C'est plus qu'un souvenir, si vous voulez. C'est là, quoi. C'est là où vous pouvez vous le traîner jusqu'à la fin de vos jours. Après, que s'est-il passé avec cette jeune fille qui donne la vie se résume à rien, en quelque sorte, de viol. Son fils aîné, donc mon frère, eh bien, il a été gardé par le père et qu'il a maltraité et il est mort de mauvais traitements. Et après moi, j'avais beaucoup de chance, il ne voulait pas me garder, donc ça on en parlera peut-être par la suite. J'ai eu la chance d'aller me réfugier chez quelqu'un d'autre. Chez votre grand-mère, du coup, c'est ça? Alors c'est la grand-mère qui, elle, là on continue sur ça, on parle de souvenirs et ce qu'on garde des premières années de sa vie. C'est la grand-mère qui ne voulait pas que j'aille à l'école. Or, intuitivement, moi j'ai vu qu'il fallait que j'aille à l'école. Alors, l'école, entre guillemets, hein, c'est une espèce d'école improvisée qu'on appelle l'école coranique, en fait. D'accord. Et vous avez un prêcheur qui vous apprend le Coran et puis vous grandissez avec ça.
La grand-mère, elle a dit que ça sert à rien. De toute façon, tu vas être berger. Et un berger, objectivement, il n'a pas besoin de lire et écrire, quoi, tout simplement. Elle était logique dans sa manière de voir les choses. Donc c'était ça, quoi. D'accord. Et votre relation, du coup, avec elle, comment elle se passe? Parce que, du coup, elle vous recueille après que votre père, du coup, pour bien reprendre l'histoire, donc, votre père décide de ne pas vous garder, et donc vous grandissez avec votre grand-mère, qui, elle, veut que vous deveniez berger. Et en fait, vous avez un peu déjà cette forme de résilience à l'époque, et ce courage de vouloir autre chose, d'avoir un destin différent. Assez tôt, en fait, on le voit dans votre livre. Et du coup, vous allez d'abord un petit peu comme espionner à côté de l'école, regarder ce qui se passe, et puis vous finissez par en fait être sur les bancs de cette école. Ouais. Comment elle se passe justement ce changement-là? Parce que votre grand-mère, vous le disiez, elle ne veut pas que vous y alliez, mais vous arrivez quand même à vous faire une place sur les bancs de l'école. D'abord, si vous voulez, il y a ce sentiment, quoi. Lorsque vous avez 3, 4, 5 ans, on ne réfléchit pas, on ne fait pas de plan, on ne fait pas de stratégie, on est loin de tout ça. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me sentais comme un animal dans une pièce fermée, quoi, dans une tente fermée, et tu ne peux pas sortir, finalement. Mais on fait quoi lorsqu'on est dans une situation comme ça, ou cerné complètement, pris à la gorge? Eh ben, il y a une intuition qui dit, dès que je vois une petite porte semi-ouverte, ben, je vais m'échapper, quoi. Et en fait, c'est ça. Et j'ai vu l'école. J'ai vu l'école, encore une fois, l'école, façon de parler. Et c'est là où j'ai vu des gens assis sur des coussins, des bancs, des chaises. Et puis, il y a un tableau où c'est écrit. Et c'est là où je dis, mais c'est quoi? Ils font quoi? Ils font des dessins, etc. Donc ça m'a intrigué. Et du coup, ça m'a vraiment, comme un aimant, je sentais que c'était ça, ma porte potentielle, en quelque sorte. Et la grand-mère, elle sait ce que c'est, elle sait ce que c'est l'école, et c'est là où elle s'est opposée. Donc là, de nouveau, intuitivement, elle dormait. L'école, c'est le matin. Donc je savais son rituel, quoi, sa procédure. Elle se réveille, je ne sais pas, à 6 heures, moi j'étais parti, quoi, à l'école. Et après le soir, elle attendait, et puis il y avait une scène, etc., des punitions, etc. Et puis c'était ça. Et vous parlez de résilience, au bout d'un certain temps, elle en avait marre. Elle dit, il ne comprend rien, je laisse tomber, quoi. Okay. Et en fait, c'est comme ça que ça commence. D'accord. Et du coup, là, vous parliez un petit peu de la vie qui est quand même dure au départ, même au sein de votre famille. Quand vous arrivez à l'école, comment ça se passe? Parce qu'on le lit aussi dans votre livre Badawi. Vos camarades de classe, ils vous traitent un peu différemment, parce que vous êtes du coup donc Badawi bédouin. Donc en fait, vous n'êtes pas comme eux. Et ça, donc eux ont du mal à l'accepter. Comment elle se passe? Est-ce que vous, la relation avec eux, vous vous dites j'ai envie de me faire accepter, ou en fait, étant donné qu'ils sont méchants avec vous, vous dites c'est pas grave, moi je continue ma route, j'ai envie d'apprendre des choses. Mais en fait, si vous voulez, l'école, c'est à l'image de la société, quoi. Donc, un des crimes dans une tribu bédouine, c'est d'être l'enfant d'une femme répudiée. Le fait qu'une femme se marie et son mari la rejette, c'est la honte de la honte. Et donc ça vous colle à la peau en tant qu'enfant, et vous portez ça. Donc déjà, c'est un rejet total, quoi. Vous êtes ça, mais on vous colle d'autres étiquettes, c'est-à-dire vous avez le droit à rien. Donc à la limite, je rôdais autour de l'école. Mais l'école, c'est une bâtisse où il y a des trous, etc. Il n'y a pas de porte, mais il y a moyen d'aller rôder et de voir à travers les trous, et parfois à travers les fenêtres, etc. Et puis, un jour, il y a le prof qui n'était pas du coin, qui était de Alep, et nous, on était à Raqqa, ou dans le désert à côté de Raqqa. Ben, je l'ai interpellé, quoi. En gros, bref, il m'a dit, tu viens, tu t'assois, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est pas pour autant
que j'étais accepté. Mais quand même, c'est quelque chose, c'est un grand pas, c'est le prof qui dit, qui accepte, etc. Mais derrière, il se passe des choses, refus, c'est très fort, vous êtes un élément pas désiré, quoi, en gros. Ouais. Et il se passe même un événement où en fait vous arrivez à avoir quand même des bons résultats Oui. À l'école, et eux sont un peu jaloux de ça. Oui, Et oui. il y a un épisode dans le livre justement où en fait Et créer un trou. Cours, voilà, ils veulent vous enterrer. Ouais. Non, mais ils étaient méchants, bien sûr. Et ils m'ont attiré un peu vers le désert, loin de l'école, loin de trucs. Mais je pensais que c'était qu'on allait promener. Et là, on arrive et ils creusent un trou dans le sable. Et en fait, ils vont mettre la tête dedans, etc. Et là, j'ai dû, par l'instinct de survie, en quelque sorte, de me libérer de ça et partir en courant. Ils ne pouvaient pas m'attraper, donc en espérant que, voilà, que ça va disparaître, en fait. Mais ça a continué quand même sous d'autres formes, quoi, par la suite. Et vous faites une promesse à ce moment-là, vous le dites, quand Ouais, vous rentrez chez vous, c'est ouais. celle de devenir le meilleur. Ouais. Est-ce que ça, c'est ce qui vous a guidé un petit peu tout le long, cette promesse que vous faites? C'est pas aussi formel que ça, si vous voulez. Donc cet acte, quand même, où vous frôlez la mort, quoi. Ben, après, vous n'êtes pas comme avant, quoi. C'est quelque chose qui vous a secoué votre âme, quoi, en quelque sorte, votre corps et votre un tas de choses. Et c'est exister, pas exister, avant et après, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est l'instinct de survie. Et il faut ajouter des ingrédients pour que cette survie puisse être une vie à un moment donné. Et c'est ça qui m'a guidé, quoi. D'accord. Aussi, alors, on a parlé des élèves, mais vous avez parlé rapidement de ce professeur. En fait, il est un peu, c'est le seul qui, en tout cas, est bienveillant d'une certaine manière avec vous, puisqu'il voit que vous êtes, il perçoit chez vous votre intelligence, votre résilience. Quel rôle, lui, il a joué pour vous à ce moment-là? C'est un rôle fondamental, si vous voulez. Je fais une réflexion par rapport à ça. Vous savez, la réussite, c'est quelque chose de lié à l'échec, en fait. Vous ne pouvez pas réussir en disant il n'y a pas d'échec. L'échec vous poursuit, quel que soit ce que vous faites, sur le plan affectif, sur le plan matériel, sur le plan entreprise, sur le plan familial, dans tous les domaines. Et tant qu'on n'a pas compris que l'échec fait partie de la réussite et inversement, je pense qu'on n'arrive pas. Donc, un jour avant, c'était échec, disparition, le trou dans le sable. Après, vous en sortez et vous continuez quelque part. Donc, si vous avez considéré que l'échec, le trou dans le sable et la tête en bas, et que c'est fini pour vous, et si vous considérez que c'est un échec et vous tirez la conclusion comme quoi il faut arrêter finalement, là c'est dommage. Mais encore une fois, j'écris, là, je suis industriel, c'est mon métier, j'ai créé une grande entreprise, peut-être on en parlera après, mais ça il faut l'avoir présent, si vous voulez, à l'esprit, que les deux sont mêlés. Vous pouvez être très grand dans l'industrie, dans le commerce, très haut, mais vous pouvez chuter très vite, finalement. Donc là, ça vous amène à des notions de valeur. Il faut avoir le courage, l'humilité, la convivialité, être bien avec les gens, même ceux que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui vous interpelle, vous arrêtez, vous parlez, etc., et puis vous cherchez à aider. Il y a des valeurs comme ça. Et une fois que vous avez tous ces ingrédients-là, mais encore une fois, ça se construit, quoi. Ce que je vous dis là, ben, j'étais à milieu, les années de Syrie, d'être comme ça, quoi. Oui. Donc, c'est ça qui crée la différence tous les jours, et c'est ça qui vous permet de monter dans l'échelle sociale, et potentiellement, vous y arrivez, quoi. Et là, c'est peu de gens qui y arrivent. Donc, je suis quelque part, si vous voulez, chanceux d'avoir vécu ça. C'est peut-être ça qui a fait que ce que je suis aujourd'hui, quoi. Mais ce que je suis aujourd'hui ne dicte pas forcément ce que je serai demain. Il faut garder ça.
Et après, si vous prenez tout ça en considération, mais vous dites toutes les histoires s'arrêtent un jour. Quelle est la fin de l'histoire, finalement? Tous les récits, tous les romans, ça finit par un truc, un point final, quoi. Okay. Donc, pour moi, je fais vivre cette histoire-là. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais ce que j'essaye de faire en permanence, c'est que ce que je fais, il faut que je le fasse au mieux, si vous voulez. Mais comment vous le faites au mieux? Si vous considérez que l'entreprise, c'est un lieu où vous allez vous remplir les poches, finalement. L'argent. L'argent, la réussite, c'est l'argent. Mais moi, j'ai jamais considéré que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est la réussite. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient, je sais pas, qui ont fait des entreprises en même temps que moi, et d'autres après. Eh bien, mais vous lui posez la question, mais pourquoi tu fais une entreprise? Eh bien, il dit, pour être riche, pour gagner de l'argent. Moi, ça n'a jamais été ça. Je veux réussir. Je veux réussir. Et pourquoi je réussis? Mais parce que j'ai une histoire avec la France, en fait. Je ne suis pas d'ici, moi. Vous comprenez, je suis resté arabe. Et cette culture arabe, si vous voulez, elle est forte. L'histoire de la civilisation arabe est très forte. Lorsque les histoires de Mille et une nuits en Orient existaient, et si on était dans des forêts, quoi, il faut le dire. Après, les temps ont changé les choses, si vous voulez. Il n'y a pas une civilisation qui serait meilleure qu'une autre. Mais il faut se rappeler de cette histoire-là. Donc j'ai ça, et je n'ai pas envie de le perdre, cette culture. Mais dans le même temps, il faut que je trouve ma place dans cette société française. Mais ça, c'était compliqué, parce que vous ne comprenez pas la langue. Il n'y a pas de pont entre la langue arabe et le français, quoi, rien. Ah, oui. Donc galère de nouveau, et il faut apprendre, etc., etc. Le fait que vous soyez arabe, immigré, c'est pas terrible non plus. Voilà, vous êtes plutôt un problème qu'une solution. Mais malgré tout, dans mon cas, on m'a donné une bourse d'études en Syrie, du gouvernement syrien, de 200 francs. La monnaie euro n'existait pas. Et on m'a donné un billet d'avion one way, Damas-Montpellier. Mais il n'y a pas de possibilité de retour. Donc quel est le choix que vous avez? Mais rien. C'est vous allez vous adapter à ça. Mais vous regardez le film à l'envers, mais vous dites c'est fantastique. Mais c'est bien que j'ai pas de billet, comme ça j'ai pas de velléité de repartir, parce que je ne sais pas où repartir. Le père ne veut pas de vous, la mère est morte, votre frère est mort, la grand-mère, on en a parlé, ben vous allez où? Donc, c'est comme ça, si vous voulez, c'est déclencher en moi la nécessité absolue de trouver une place dans la société française. Et cette place a été difficile à trouver à cause de la langue. Les premières années à la fac, on ne comprend pas ce qu'il dit. Vous êtes là dans l'amphithéâtre avec d'autres, cherchez à comprendre, à suivre, mais ce n'est pas commode. Et la première année, vous galérez, vous êtes récalé et on vous dit, vous revenez dans 3 mois, vous êtes au mois de juin, revenez au mois de septembre et vous faites un rattrapage. Bref, ça a marché, et puis petit à petit, si vous voulez, vous voyez, on dit dans la vie, au fur et à mesure que vous avancez, le chemin, c'est clair, quoi. Voilà, l'horizon recule en quelque sorte. Et c'est comme ça, petit à petit, mon histoire, je l'ai construite par des petits pas, mais de façon passionnée, mais de façon sincère vis-à-vis de la France. Et vous passez d'un état d'esprit, vous n'avez pas de place, c'est clair, on vous rejette. Hein, on vous rejette, non pas qu'on ne vous aime pas, mais vous n'êtes pas un sujet, quoi, c'est tout. Vous passez dans la rue, vous demandez qu'on vous indique une adresse que vous cherchez, c'était mon cas la première fois à Montpellier. J'avais l'adresse de la cité universitaire qui m'a été donnée avant que je parte de Syrie.
où je dois potentiellement trouver une chambre à partager avec quelqu'un d'autre. Et bien, c'était le premier jour, j'avais cherché, mais je ne sais pas parler. Donc je montre aux passants un bout de papier marqué. Mais les gens me fuient, mais je n'ai pas compris. Mais en fait, j'ai compris après, parce qu'ils pensaient que je demande de l'argent, vous voyez, comme les mendiants. Enfin bref, c'est des choses comme ça. Donc voilà, si vous voulez. Donc je suis arrivé à avoir des diplômes, à parler le français, à faire un groupe, à être romancier, à écrire des livres de gestion, à être... Donc aujourd'hui, ben, j'ai ma place, mais est-ce que dans ma psychologie, parce qu'il faut aussi, vous savez, on vit avec notre psychologie, la psychologie des autres, est-ce que je suis devenu français? Oui, j'ai un passeport. Oui, je travaille tout mon temps et pour la France. Tout ce que j'écris, c'est en français. Tout ce que je fais, c'est pour la France. J'ai livré à la France un des plus beaux groupes de l'industrie mondiale. Donc, Altrad aujourd'hui a été créé il y a 40 ans, commencé, sur les ruines d'une entreprise en faillite que j'ai remis sur pied. Et petit à petit, chaque année, mieux que l'année passée. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, le groupe Altrad, sur 40 ans, vous avez une croissance moyenne à 2 chiffres. Ça n'existe pas sur Terre. Vous avez des gens qui montent, qui descendent, y compris les plus grandes sociétés, les grandes banques, ils ont fait faillite. Altrad, ça a été comme ça. C'est un groupe qui n'a jamais perdu d'argent. Jamais. Parfois, il y a des années où on raclait les fonds de tiroir, mais ça passait, quoi, oui. Donc il fallait faire le dos rond, il fallait être, utilisez votre mot, résilient, et puis ça passait. Donc aujourd'hui, c'est quoi Altrad? C'est 62 000 personnes dans le monde. C'est 5 milliards les derniers chiffres Altrad, parce qu'on a une année à cheval entre 2 années civiles. De septembre à août, quoi. Donc notre exercice le plus récent, c'est le 31 août de l'année passée. C'est 5 milliards 5 de chiffre d'affaires. C'est dans une centaine de pays, 62 000 familles. Et c'est un groupe qui fait travailler, si vous prenez les familles de vous salariés, plus les sous-traitants que vous faites vivre quelque part, plus vous arrivez à dire « je fais vivre des millions de personnes sur Terre ». Alors, tout ceci, c'était, et là, le fait aussi de passer par des galères comme ça, par rapport à quelqu'un qui est né à Montpellier, qui est heureux à Montpellier, qui n'a pas spécialement trop... Quelqu'un qui a passé par le cheminement qu'on vient d'évoquer, ben vous dites, après tout, c'est quand même utile cette affaire-là. C'est devenu un groupe international, pratiquement dès le départ. À peine créé la première société dans un petit village entre Montpellier et Béziers. Ben, l'année d'après, j'ai créé une société en Italie, en Espagne, etc. Petit à petit comme ça. Et aujourd'hui, vous avez 480 sociétés dans le monde qui s'appellent Altrad. Et la partie française, c'est peut-être 20%. Ouais. Et donc, si vous voulez, ça prouve que cet héritage, en fait, qui n'est pas brillant, quoi, parce que empreinte de souffrance, des choses pénibles. Il n'y a pas pire, si vous voulez, de voir sa mère violée 2 fois, morte, je sais pas, 13-14 ans. Sa vie, c'est quoi? Ça se résume à pas grand-chose. C'est une quantité négligeable. Et ça, vous le portez. C'est un fardeau.
Il y a un épisode aussi, puisque là, c'est vrai que vous avez avancé dans votre parcours, et c'est intéressant, on va revenir un petit peu sur chaque point. Il y a un épisode dont vous avez un petit peu mentionné, ou en tout cas, on est venu dessus rapidement. Donc, après l'école, vous allez à Raqqa étudier. Donc là, c'est vraiment un changement assez important, parce que en fait, vous passez du désert pratiquement à la ville, enfin en tout cas la première ville assez importante. Et à un moment, donc là pareil, vous brillez à l'école, vous avez de très bons résultats, etc. Alors je ne sais pas si c'est romancé ou si c'est quelque chose qui s'est véritablement passé, mais vous assistez à un procès, celui de votre oncle, parce qu'en fait vous avez quand même gardé de bons liens avec votre tante et votre oncle à ce moment-là, qui sont des personnes qui pareil sont assez bienveillantes avec vous, en tout cas par rapport au reste des gens autour de vous. Et donc vous assistez à ce procès-là pour un crime qu'il n'a pas commis. Et en fait, il est jugé et condamné à 20 ans de réclusion. Et vous assistez ça enfant. Donc c'est assez choquant. Vous êtes un peu abasourdi quand vous sortez de là. Et en fait, quand vous sortez de l'audience, vous apprenez par des gens qui en discutent que potentiellement les juges ont pu être payés et soudoyés. Et en fait, est-ce que cet épisode-là, il va faire naître aussi chez vous cette compréhension du pouvoir de l'argent et cette volonté de plus subir cette injustice-là face à l'argent. C'est les deux choses, si vous voulez, c'est le pouvoir de l'argent, j'allais dire le mauvais pouvoir de l'argent, parce que l'argent, on peut l'utiliser bien, et là, on l'utilise mal. Donc, je ne commente pas cette partie-là, parce que vous l'avez très bien résumé, mais aussi la notion de justice et d'injustice, si vous voulez. La justice, encore une fois, je ne sais pas si je dois être trop intellectuel pour vous et pour vous lecteurs, j'en sais rien. Mais la justice, si vous voulez, autrefois, si vous prenez le roman qui ont inventé la justice était basée sur la rhétorique. C'est-à-dire, vous me regardez, vous êtes juge, et vous dites, il a une tranche qui me convient ou il ne me convient pas. Et je fais mon idée sur la personne, le potentiel coupable. C'est basé comme ça. Et après, très vite, si vous voulez, on est arrivé à un stade où on a dit non, il faut que ce soit basé sur de la rationalité. La rationalité, c'est les faits qui ont fait. Vous avez... il y a un crime, on pense que le criminel, c'est vous. Mais on va regarder quand même, on va rationaliser cette partie-là et on va la quantifier. On va faire des enquêtes, en fait. Et on va voir, est-ce que ce jour-là, vous êtes ici ou alors à 600 km, donc vous ne pouvez pas être au moment du crime. Donc, bref, ça c'est le départ de la justice et des textes de loi. Donc, et on arrive à des textes qui décrivent tout ce que je vous dis, et bien d'autres choses, si vous voulez. Je vous décris, je prends l'exemple d'une personne qui est assassinée, mais c'est beaucoup plus complexe parfois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait le juge ou les juges? Les juges, ils regardent le cas qui se présente et cherchent à faire coller ça à des lois écrites. Et selon ce que disent les lois, on juge que vous êtes coupable ou pas. Mais on a un problème ici, si vous voulez, d'après moi, c'est que les textes rationnels, le code civil, le code pénal, le code de travail, c'est écrit par des hommes. Mais les hommes ne sont pas rationnels de toute façon. Est-ce que vous pensez que ce que je fais tous les jours est rationnel, structuré, écrit, etc. Ben non. Non, pourquoi parfois je sors, je ne sais pas pourquoi je sors, mais je prends dans l'air, mais ce n'était pas prévu, quoi, vous voyez. Donc aujourd'hui, la justice, elle ne peut pas être irrationnelle, mais elle est rationnelle. Mais cette rationalité est teintée d'un côté irrationnel. Et c'est ça qui se passe.
En vous disant ça, je sais plus, je me rappelle plus de votre question. Non, mais c'était par rapport à justement votre premier sentiment quand il se passe ça et que vous êtes jeune et que vous voyez ça, ce sentiment d'injustice face à l'incapacité d'agir vis-à-vis du soudoiement justement de ces juges, vis-à-vis de votre qui est contre. Il faut espérer, si vous voulez, que dans la société occidentale, que ça n'existe pas. Je ne crois pas que ça existe. La justice, elle est ce qu'elle est. Après, la justice faite par des hommes, les hommes se trompent. Ok. Donc, ils interprètent mal une loi qu'ils appliquent à une situation donnée. Donc, ça, si vous voulez, c'est très largement existant, y compris aujourd'hui, dans 80% des 80% de la Terre, quoi, ça existe. Prenez la Russie, prenez certains pays. Est-ce que vous pensez qu'un Navalny est mort d'une mort naturelle? Est-ce que vous pensez qu'il mérite ce traitement? Est-ce que vous pensez qu'il a été tué, quoi, en gros, assassiné? Donc, on vit avec ça. Chercher la justice à tout prix, oui, mais je pense, si vous voulez, c'est très vain. Mais il faut continuer à se battre pour la justice. Donc, oui, ce sentiment d'injustice, donc, je l'ai. Cet oncle qui avait le même âge d'ailleurs que moi, parce que les femmes ils font beaucoup d'enfants, et puis assez tard, quoi, la grand-mère elle continue à continuer des enfants, ma mère, sa fille, donc etc. Et à un certain moment, ça chevauche. Donc, ouais. Alors, par la suite, donc après cet épisode un peu douloureux, vous continuez à briller à l'école, et si bien qu'en fait, et vous en avez parlé, vous allez recevoir en fait une bourse. Cette bourse, elle est due au fait que vous arrivez premier de votre académie, et donc vous êtes reçu par le ministre de l'Éducation à l'époque à Damas. Comment elle se passe, cette situation-là? Déjà, quand vous apprenez cette nouvelle, que en fait, vous allez être reçu par le ministre à Damas, et comment elle se passe, la réception justement au ministère? Je vous explique que la Syrie n'a pas d'histoire avec la France. Sauf que après la Seconde Guerre mondiale, tout le Moyen-Orient a été divisé en morceaux, une grosse partie sous gouvernance ou protection anglaise et le reste la France. Mais ils ont fait ça dans un bureau, je ne sais pas où, et ils ont décidé, ben voilà, tu gères ça, moi je gère ça, etc. Naturellement, sans avoir l'accord des gens de là-bas. Et est-ce que c'est juste, là on parlait de justice, non, c'est une forme d'occupation, si on veut dire la vérité. Bref, donc la Syrie était sous protectorat français. Qu'est-ce qu'a fait la France? A envoyé 1000 soldats, et les a dispersés un peu partout, pour mettre un peu d'ordre, si vous voulez, de créer un semblant d'État, des codes, des lois, etc., une façon d'être. Et le général de Gaulle est allé une fois là-bas pour l'inauguration d'un pont que la France a construit. Et à une autre ville, Raqqa, un peu plus loin dans le désert, vous avez une autre ville qui s'appelle Deir ez-Zor. Et Deir ez-Zor signifie la fiancée du désert, parce qu'elle est vraiment en plein désert. Et il y a l'Euphrate qui passe, mais l'Euphrate la coupe en deux. Donc il fallait un pont et la France l'a fait. Donc, oui, donc, parmi les choses que la France a fait plutôt, c'était de créer ce qu'on appelle des départements. Et la Syrie a été divisée en 12 départements, comme les départements en France. En France, je crois qu'on en a une centaine, si on ajoute les îles. Et le désert, c'est un département. Et puis, on arrive au baccalauréat, je m'installe, et vous m'en parlerez parce qu'il y a une histoire de stylo aussi qui s'est cassée. On en parlera. Et je passe mon baccalauréat
et j'arrive premier au département. Mais j'étais fatalement premier parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait que moi. Vous voyez, donc c'est drôle. Mais donc j'étais premier. Et c'est comme ça que j'avais une bourse d'études pour aller à l'étranger. Donc ouais, en fait, quand vous êtes reçu, ils vous donnent une bourse. Donc ça, en fait, vous la prenez même pas sur place, vous la prenez quelques jours plus tard par une lettre, où en fait, ils vous disent que vous allez pouvoir étudier la pétrochimie en France. Et justement, vous qui avez grandi dans le désert à ce moment-là, commencez à étudier Raqqa. Cette nouvelle-là, comment elle arrive pour vous? Enfin, comment vous la prenez? Qu'est-ce que ça change pour vous? Plutôt bien. Et en fait, donc on va à cette cérémonie et il y a toujours 12 départements en Syrie. Donc il y avait 11 garçons et une fille. Et il y a une réception par le ministre de l'Éducation nationale, qui était un général de l'armée syrienne, ils tous généraux, et impressionnant, et j'étais le seul pieds nus avec un djellaba. Bon, curiosité, quoi. Et donc il y avait une réception, il y avait une belle table, une belle réception, et il y avait la télévision. Il y avait une seule télévision, il n'y en a pas deux, et puis c'est public. Et puis il passe, le ministre, il passe, et il fait un petit discours à chacun, vous savez, comme d'habitude. Et puis, à la fin de chaque petit discours, il dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Et puis c'est arrivé mon tour, il me regarde, et je suis différent des autres déjà. Et je lui dis « Je veux être pilote de chasse. » Et il me dit « Voilà, ça c'est une bonne idée. La France, la Syrie est en guerre, etc. Tu vas être un des plus brillants pilotes, etc. » Ok, mais donc c'est parti comme ça. Et le lendemain, on me donne un passeport avec un visa pour aller à Kiev et étudier dans l'académie militaire. Mais pourquoi Kiev? Parce que c'était l'Union soviétique à l'époque. Et l'Union soviétique a spécialisé les pays par discipline. Donc, l'Ukraine, c'était l'académie militaire. Okay. Par exemple, la Hongrie, qui faisait partie de tout ça, c'est l'industrie de l'aluminium. Je vous dis ça parce qu'on a une société en Hongrie, etc. Ok, j'étais content. Et puis, quelques jours avant le départ, ils me disent non, tu ne peux plus y aller parce que l'académie militaire à Kiev est complète, il n'y a plus de place. Problème, je vais là, mais il me dit qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Ils disent écoute, tu vas suivre un parcours universitaire pour devenir prof, tu vas aller en Égypte pour faire médecin, ou alors tu vas en France. Tu vas en France, tu verras bien ce que tu vas faire. En fait, c'est ça. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Donc c'est un peu en fait le hasard des circonstances. Ben oui, mais ce que je disais, c'est le hasard qui fait que... Alors l'histoire du baccalauréat, j'arrive le jour de l'examen, dans une grande salle, il y a des tables comme d'habitude, et puis on est assis, et on nous donne les... Moi j'avais un stylo comme celui-là, dans la poche de ma djellaba. Je ne me rappelais plus, je m'assois dessus, il est cassé. Il ne marche plus. Et plein d'encre sur la djellaba. Je peux plus passer mon examen. Et le prof, le premier, vous voyez? Celui que vous aviez eu du désert. Mais oui. Mais regardez, je vous disais c'est un miracle, mon histoire c'est un miracle. Il était là, en plus dans la salle où j'étais, et en plus il a vu la scène. Et il est venu, il m'a dit c'est pour toi. Et c'est comme ça que j'ai passé mon examen. Et donc, vous arrivez en France à environ 17 ans. Et donc, vous arrivez. Quels sont vos premiers souvenirs? Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous arrivez? Qu'est-ce qui vous marque en fait au départ quand vous arrivez sur le territoire? Avant d'arriver en France, j'ai lu deux livres. Il y en a un qui était une sorte de portrait du général de Gaulle, mais traduit en arabe, quoi. Mais j'ai vu ce bonhomme très grand par la taille, mais très grand par le mental.
Et ce bonhomme, il est quoi? Il veut, tout seul, battre l'Allemagne. L'Allemagne était occupée, quoi. Mais il est arrivé. Il est arrivé à combattre et à vaincre les Allemands. Voilà. Avec la logistique qu'il a trouvée, avec l'aide d'un tas de monde. Donc, et ça m'a impressionné, si vous voulez. J'ai vu la grandeur du pays qui produit des bonhommes comme ça. C'est quand même. Après, j'ai lu une traduction d'un des romans de Flaubert. C'est de la littérature pure, quoi. Mais je trouvais quelqu'un, si vous voulez, qui utilise la langue de façon pareille, hein, c'est traduit en arabe. Et il vous parle de brouillard, il vous parle de choses comme ça, des choses banales, mais il sublime l'objet décrit, si vous voulez. Et ça m'a marqué. Pour revenir à votre question, à l'aéroport, donc avant d'arriver, avant d'atterrir, j'avais imaginé la France, un pays grand, un pays tolérant, un pays développé, un pays, etc., quoi, les gens s'aiment, etc. Et j'arrive voilà, vous passez la barrière des douanes, mais avant, il faut remplir une fiche, mais il faut la remplir en français, mais je ne savais pas remplir. Et après, je n'avais pas compris non plus qu'il fallait remplir. Bon, et là, je trouve un douanier de couleur. Déjà, premier choc, je n'ai jamais imaginé qu'un Français puisse être noir. Vous voyez la sublimation que je fais de ce pays. C'est les imaginations de quelqu'un qui ne connaît rien, quoi. Donc vous imaginez, c'est libre, vous faites ce que vous voulez. Et donc, ça se trouve qu'il n'était pas sympa avec moi. Il me dit, il m'a envoyé dans un coin, il dit, allez-y remplir et vous revenez. Mais je ne sais pas remplir. Enfin bref, j'ai trouvé finalement quelqu'un qui m'a rempli mon truc, qui m'a laissé passer. Je passe les douanes et je vois, c'était tard le soir, je vois dans un hall, au sortir de contrôle des douanes, des clochards par terre qui sont sous et qui boivent du rouge et qui sont agressifs. Mais ça m'a choqué. J'ai jamais imaginé qu'on puisse trouver ça en France, quoi. Oui. Donc c'est ces souvenirs-là qui m'ont resté un petit peu. Voilà les souvenirs, le premier souvenir de la France, quoi, le premier passage. Et alors après, vous arrivez à Montpellier. Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, donc vous inscrivez à l'université. En plus, vous arrivez dans un contexte un petit peu particulier, puisqu'on est dans les années 70 à peu près. Et du coup, il y a beaucoup de pieds noirs à ce moment-là. Et en fait, on vous confond avec un Algérien. Et comment est-ce que vous vivez ça? Parce que tout à l'heure, vous me disiez de vous sentir un petit peu étranger. Quand vous êtes dans votre famille, vous avez envie d'aller ailleurs. Vous vous sentez étranger au sein de votre famille, puis étranger quand vous entrez en classe, puis aussi à Raqqa, et là, de nouveau en France. Comment est-ce que vous subissez ça? Enfin, comment est-ce que vous arrivez même à vous intégrer? Est-ce que vous arrivez à le faire? Intégrer difficilement, si vous voulez, ces étapes que vous décrivez. En fait, le bédouin, si vous voulez, c'est en Syrie, il est rejeté. C'est l'arabe de l'arabe, si vous voulez. Après, vous arrivez en France et il y a l'histoire de Montpellier avec les pieds noirs. Donc la libération ou l'indépendance de l'Algérie est arrivée soudainement. Et tout d'un coup, vous avez des millions de Français et puis d'Algériens aussi qui étaient là depuis un siècle. Hein. La France a occupé l'Algérie pendant un siècle. Et tout d'un coup, il y a un flux de... Et puis, vous vous trouvez dans le lot, quoi, là-dedans. Et donc, il y avait une forme de haine légitime, mais pas justifiée, des Français établis en Algérie, mais tout d'un coup, ils se trouvent sans rien. Okay. Donc, ils ont la haine de l'arabe. Donc, j'étais la victime naturelle parce que je suis arabe. Mais ils te disent,
ils ne vous disent pas que vous êtes arabe, ils vous disent vous êtes algérien. J'essaye d'expliquer que je ne suis pas algérien. Ils disent non, non, mais tu es quoi? Mais tu es... Je dis je viens de Syrie. Ils me disent c'est quoi? C'est la même chose, de toute façon c'est arabe. Donc, mais il y a une réflexion qui vient. Mais il dit même je suis exilé, émigré, non accepté, qui galère, qui a une histoire qu'on connaît. Et même cette attache, si vous voulez, qui vous rattache à un pays, parce que vous n'avez pas d'autre pays finalement, eh bien on vous l'enlève. On dit vous n'êtes pas syrien, on le coupe, et on dit on vous rattache à une communauté qui s'appelle Algérie. Et si vous avez des conseils, vous, le fait d'avoir traversé ça, pour quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui vient d'arriver en France, qui est étranger, ou à l'inverse, un Français, une Française qui part vivre à l'étranger dans un pays dont il ne connaît ni la langue ni la culture. Pour vous, ce serait quoi les conseils que vous donneriez à une personne comme ça pour arriver à faire sa place? Je ne sais pas, peut-être les choses, si vous voulez le comparer de mon début, enfin, mon arrivée, ont changé quand même, si vous voulez. Moi, je pense que le monde, il y a la communication, il y a le monde est globalisé, quoi, aujourd'hui. À l'époque, c'était pas ça, donc aujourd'hui, j'espère qu'il n'y ait pas des misères comme ça pour ceux qui arrivent à Montpellier. Vous pensez que les gens sont plus tolérants aujourd'hui? Je ne crois pas, ils ne sont pas plus tolérants, je pense qu'ils le sont moins, mais ils sont davantage informés quand même. Oui, davantage informés. Alors, est-ce que à ce moment-là, le fait d'être arrivé en France, vous en parlez dans le livre, il y a Mayouf et Kaher, donc comment vous le définiriez et à quel moment vous passez de Mayouf à Kaher, pour expliquer un petit peu aussi ce que c'est ces deux statuts. C'est arrivé, si vous voulez, progressivement, quoi. C'est-à-dire le premier diplôme ici à Montpellier, après à Paris pour faire un doctorat d'informatique. Après les premiers postes de travail dans des sociétés, dans l'électronique, etc. Ensuite, la création de mon groupe dans un domaine qui n'a rien à voir avec ma formation. Après les succès, l'extension du groupe, son développement. Ça se construit, quoi. Ça se profile en quelque sorte. Après, est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Est-ce que c'est quoi la réussite? Est-ce que ça va avoir un contexte affectif, familial qui peut être quelque chose? Est-ce que ça se résume à la réussite professionnelle? Est-ce que c'est le scope, hein, comme on dit, que vous pouvez donner à votre existence à l'égard d'un pays au-delà? Je suis dans ces tripes-là, si vous voulez. Moi, je souhaite faire progresser l'humanité, mais je suis le Sud, c'est une goutte d'eau. Il faudra plein de mecs comme ça pour changer la face du monde, quoi. Mais une goutte d'eau, malgré tout, ça existe, c'est pas rien, quoi. Et aussi, pendant vos études, du coup, en France, il y a un moment où il va y avoir des vacances, vous allez retourner en Syrie, et vous retournez même au village de votre père, mais vous décidez de ne pas le voir. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe, vous, à ce moment-là? C'est passé quelque chose, si vous voulez. Je suis retourné, effectivement, 1 an ou 2 ans après, et puis je prends un taxi pour aller voir au village de mon père. Avant d'arriver au village, j'ai demandé au taxi d'aller au cimetière, en fait. Mais je voulais trouver la tombe de ma mère. Avec la tombe, dans la tradition musulmane, eh bien, c'est un endroit, comme en France, un cimetière, et puis vous creusez un trou, quoi, avec des pelles. Après, vous mettez le corps dans un linge blanc, et vous le descendez, et puis vous mettez la terre, c'est tout, quoi. Et puis, vous mettez aussi un tas de sable. Et pour stabiliser un peu le sable, vous prenez des pierres et vous les mettez pour s'installer. Je suis passé, donc on a fait un crochet pour aller voir. Mais je ne trouvais plus rien. Le vent a tout enlevé. Mais c'était violent, si vous voulez, comme choc, quoi. Donc, vous dites, voilà une femme qui n'a rien vu,
qui n'a rien entendu, à qui qu'on a tué son fils, et l'autre, elle ne sait pas ce qu'il allait devenir, et qui est morte de chagrin, probablement. Mais est-ce que ça, vous parlez de justice, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que c'est la justice divine qui vous amène finalement, qui vous interroge, ou est-ce que c'est la justice des hommes, ou est-ce que c'est les deux? Et c'est ça, c'est ça. Donc, suite à ça, mais je dis, c'est finalement pourquoi je suis revenu 2 ans après, mais parce que je voulais voir ça, quoi. Mais finalement, j'ai vu ce que je ne voulais pas voir, quoi. C'est ça ce que s'est passé. Après, plus jamais, quoi. Donc en fait, vous vous dites qu'il n'y a plus rien qui vous rattache finalement à la Syrie, non. Et donc vous y retournerez plus jamais ensuite. Non, non. D'accord. Et après, donc vous rentrez en France à nouveau, vous finissez vos études, de nouveau avec succès, puisque vous obtenez du coup une licence en physique et en mathématiques à l'Université de Montpellier, et un doctorat en informatique à Paris. Est-ce que déjà à ce moment-là, vous savez que vous voulez entreprendre ou pas encore? L'entrepreneuriat, là aussi, vous savez, c'est des coïncidences. On en a parlé, le prof, le stylo cassé, etc. Et c'était en 1985. J'étais salarié dans une grosse société nationale qui s'appelle la Compagnie Générale d'Électricité. Et puis j'étais marié à ma femme, et qui se trouve être dans un village qui s'appelle Florensac, entre Montpellier et Béziers. C'est un tout petit village très pauvre, aucun charme, c'est même pas au bord de la mer, etc. Et un jour, il y a un voisin qui vient me voir et il me dit: est-ce que tu veux acheter une boîte, un échafaudage en faillite? Et c'était vraiment la première fois où j'entends le mot échafaudage. Donc, s'il ne serait pas venu, il n'y aurait pas de reprise de boîte d'échafaudage, il n'y aura pas la suite. Donc je suis allé et il m'explique ce que c'est l'échafaudage. C'est des tubes, tu boites, tu fais des opérations, etc., de soudure, et après tu envoies chez les clients. Je suis allé, ça m'a passionné ce truc-là. Mais pourquoi? Parce que c'est un produit ultra simple et ultra banal. Le tube, tu l'achètes, tu le fabriques pas, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais des trous, tu coupes, tu soudes et tu envoies chez le client. Mais je trouvais que c'était génial. Donc ça faisait quelques années quand même que je travaille, j'avais des petites économies. Je me suis intéressé à cette boîte d'échafaudage. Mais elle était en faillite. Pour aller chercher, acheter une boîte un dépôt de bilan, donc en faillite, il faut se présenter devant le tribunal de commerce. Et devant le tribunal de commerce, il y a des juges, et il y a un procureur de la République, il y a un président du tribunal, etc. Et j'arrive au tribunal avec une offre que j'avais préparée avec l'aide d'un expert comptable. Et on rentre dans le tribunal. Le jour J, à l'heure J, il faut se présenter, le repreneur. J'étais le seul repreneur. Ça n'intéressait personne parce que c'est un échafaudage, parce que c'est dans un village voilà, qu'on vient d'évoquer. Et on était dans une période de crise, mais vraiment de crise du bâtiment, de la construction, etc. Je présente mon truc et le tribunal constate que je suis arabe de nouveau. Je suis informaticien qui ne connaît rien à l'échafaudage, mais qui veut racheter une entreprise d'échafaudage en faillite. En gros, pour eux, c'est une recette pour un drame, quoi. Pour un échec annoncé. À un certain moment, mais je l'ai vu, ça, dans leur tête, ils vous regardent. C'est quoi ce personnage? Eh bien, à un certain moment, ils se retirent pour délibérer, et après ils reviennent.
Mais vous attendez qu'ils reviennent. Je leur ai dit avant que vous retirez, mais j'ai un truc à vous dire. Je leur ai montré mon compte en banque. J'avais un peu de sous. J'avais l'équivalent de 400 000 francs. On divise par 7. Ça fait quoi? Ça fait un peu moins de 100 000 euros, quoi. 70 après. Je leur ai dit, voilà, j'ai ça. La boîte avait 600 personnes. Dans mon offre, je prends 400. OK? Et j'achète des actifs, notamment les actifs de l'usine. Mais je n'achète pas la société, j'achète des actifs. Parce que si on achète la société, on prend les dettes. Mais avant que vous délibériez, ben, je vais vous dire un truc. Si vous m'accordez la boîte, voilà mon argent, je l'investis. Et j'ai de quoi payer les 4 salariés que je prends pendant 4 mois. Si vous me prenez, vous donnez la chance à ces gens-là que vous allez licencier sinon, vous ne leur donnez aucune chance. Mais moi, je leur donne une chance de... Mais même avec ça, si vous considérez que j'ai peu de chance, mais il y a toujours une chance dans la vie. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de me donner le truc plutôt que de condamner tout de suite? Et ça fait un tilt dans leur tête. Et en fait, de retour, et ils me l'ont accordé. Et alors, c'est super. Et ça, c'est l'ancêtre du groupe Altran, c'est cette séance au tribunal de commerce de Béziers. D'accord. Et alors, avant ça, vous aviez quand même créé une autre entreprise avant, que vous aviez revendu à Matra? Non, alors ça c'est... oui, ça c'est... Alors il y avait... Je ne vous ai pas tout raconté parce qu'il faut qu'on reste 3 semaines ensemble. Après le statut de salarié, le job que j'ai trouvé dans une société publique française, je suis parti travailler dans les Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Et pourquoi je suis parti? Parce qu'il y avait une annonce dans le journal Le Monde qui dit les Émirats Arabes Unis cherchent des ingénieurs d'origine arabe pour les aider à créer la première société pétrolière leur première société pétrolière. Abu Dhabi, à l'époque, c'était un petit village de 10 000 habitants. Aujourd'hui, ils sont 5 millions. Et je suis allé là-bas avec un contrat de 4 ans. Et je ne restais pas plus que 4 ans. Mon rôle était de faire de l'informatique dans le domaine d'exploitation pétrolière. Et c'est ce que j'ai fait. Après, je suis reparti. Et c'est là où, de nouveau, je ne vous ai pas raconté, je suis un des premiers créateurs d'ordinateurs portables en France. Hein, ok, il y en avait plusieurs, je n'étais pas le seul. Et on avait, pour faire un ordinateur portable à l'époque, pas comme celui-ci, eh bien, pour faire un clavier, on fait quoi? On achète des boutons dans le commerce, on les câble et ça fait un clavier, voilà, bricolé. Après, pour afficher sur un écran, eh bien, vous achetez les anciens téléviseurs, larges, profonds, voilà, lourds. Et après, pour le programmer, il faut acheter des microprocesseurs qui étaient grands comme ça. Et vous les programmez. Bref, vous arrivez à faire un truc et vous le mettez dans une valise rigide et vous pouvez le porter. Si vous êtes costaud, parce qu'il pèse 30 kilos. Mais je l'ai fait. Et la première application, c'était d'annoncer les départs et arrivées d'avions dans les aéroports du monde arabe. Mais ça fonctionnait. Après, il y avait un développement très important de ce genre de choses. Mais je n'avais pas assez de sous pour financer le développement. Donc je l'ai vendu. Et c'est là où les 400 000 francs sont arrivés, qu'on a évoqués. Ouais, donc c'est quand même un premier succès d'entrepreneuriat au départ. Oui, oui, mais il y en a qui pourraient dire, vous êtes gentil avec moi, qui diraient, mais c'est un casse-gueule, c'est un aventurier des temps modernes, ce mec. C'est une première expérience. Ah, mais oui. Qu'est-ce qui du coup vous fait passer de ce statut, donc vous le disiez, vous travaillez en tant que salarié avant,
Et puis, comment elle se fait cette transition-là à l'entrepreneuriat? Je ne me voyais pas rester salarié parce que il y a un côté, si vous voulez, un type décentré, quoi, en gros, qui a envie de réfléchir différemment, quoi. D'accord. C'est souvent ma réflexion, si vous voulez, c'est vraiment un contre-pied, quoi, de tout ce que je vois autour de moi. Par exemple, toute la croissance Altran, ça a été fait à contre-courant. Tout le monde évite le secteur du bâtiment. Regardez, y compris la première boîte, était faillite parce que le secteur du bâtiment construction était plongé. Et je l'ai repris. Après, tout ça, ça a suivi le... Pourquoi? Parce que c'est pas forcément idiot, parce que les cibles sont beaucoup moins chères, parce qu'ils ne sont pas en bon état. Et vous les achetez moins cher. Et par opposition à des situations où ils sont au top, et là vous payez le double, le triple de prix, quoi. Donc là, vous êtes venu juste avant là-dessus, sur les départs, en fait, les premières briques Oui. Du groupe Altrad. C'est intéressant, vous le dites que vous arrivez, vous êtes le seul acheteur Oui. pour cette entreprise qui en plus est en faillite, elle est criblée de dettes. Qu'est-ce qui motive l'achat pour ceux qui nous regardent et que ça intéresse, comprendre un petit peu ce que c'est que le rachat d'entreprise? Pourquoi ça? Voilà, qu'est-ce qui motive en fait pourquoi on rachète une entreprise en détail? Si vous voulez, ce qui était intéressant, c'est le produit, quoi. Mais il n'y a pas de mystère, quoi. On n'avait pas besoin d'être né dans l'échafaudage pour voir un tube qui est percé, qui est soudé, quoi. Un. Deux, vous regardez dans Montpellier ou à Paris encore pire, des centaines et des centaines de chantiers, voire des milliers de chantiers Altrad dans la ville, quoi. Mais donc c'est nécessaire à la vie, quoi. Vous voulez, je ne sais pas, fixer des trucs comme ça, il vous faut une échelle, hein, la lumière. Vous voulez faire la façade de votre maison, dans tous les domaines de la vie, il vous faut des échafaudages. Et donc, dans la société, il y avait un réseau, si vous voulez, de 40 commerciaux. Parmi les 400, il y en avait 40 à peu près, qui sont ce qu'on appelle des commerciaux avec un statut VRP, qui existe encore. C'est un vieux statut qui existe dans le Code du travail. En gros, c'est des gens qui ne sont pas salariés, ils sont indépendants, à qui vous faites un contrat de travail. Mais VRP, donc c'est pas comme quelqu'un qui est employé. Vous leur donnez une voiture et vous leur donnez un catalogue et puis ils vont chercher des clients. Ils vous ramènent des commandes. Vous les fabriquez. Le commercial les a vendus et il fait payer les clients. Et tout ce cycle, si vous voulez, qui fait à peu près 120 jours, tout ce que vous avez à faire, c'est fabriquer le produit et le donner au VRP, aux 40 VRP, et puis vous amorcez le développement de l'activité, quoi. Donc c'était facile. Après la comptabilité, la finance, etc., c'est vrai que j'étais loin de ça. Et plus maintenant aujourd'hui. Mais il y avait des comptables dans la boîte. Parmi les 400, il fallait prendre quelques comptables. Donc vous l'avez dit, vous rachetez la société, il y a à peu près 600 salariés. Ouais. Vous, dans la stratégie que vous mettez en place, vous en gardez 400. Ouais. 400. Ouais. Comment ça se structure du coup ensuite? C'est quoi les premières années, comment elles se passent? Comment vous arrivez à redresser? Parce que je crois que la première année, vous arrivez du coup à ne plus être en déficit. Dès la première année, ça gagnait un peu d'argent. Comment ça se passe? En fait, c'est passé après l'audience au tribunal. Il y avait les syndicats, c'était très syndiqué. Et il y avait un bonhomme qui était un des premiers compagnons du groupe Altran, un petit bonhomme. Je suis allé, il était écouté, quoi. Il était chef d'atelier, etc. Il s'appelle Henri. Je dis, Henri, viens, je vais te montrer ce qu'on va faire. Je mets tout ce que j'ai, hein, d'accord? Regarde, la même chose que je dis au tribunal. Et il faut que tu ailles expliquer ça aux salariés. Je mets tout.
si demain ça ne marche pas, je suis à la rue, mais je le fais. Mais la condition pour que je le fasse, il faut l'adhésion de tous les salariés. Et on a fait une petite réunion et on s'est tapé dans les mains et c'est parti comme ça. Donc, la clé, si vous voulez, de la réussite de l'entreprise, c'est l'humain, les personnes qui travaillent avec vous et pour vous, quoi. Et c'est ça qui est important. Donc, ils étaient motivés, ils croyaient au projet et on a réussi ensemble. Je pense que ça, c'était très important. Vous pouvez fabriquer des téléphones portables, des écrans de télévision, des échafaudages. À la base, il y a toujours un homme, quel que soit le métier, quoi. Voilà. Et c'est ça, votre première ressource, votre première richesse, c'est cet homme-là, c'est les hommes, qui feront que vous allez réussir ou pas réussir. Après, il faut que vous ayez un discours clair avec cette population. Il ne faut pas la raconter de bêtises, hein. On a des règles, après, on aura des problèmes, c'est clair. Mais il faut qu'il y ait même beaucoup de bonne foi pour que les problèmes se règlent, quoi. Si chacun cherche à tirer la couverture vers soi, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques que vous arrivez à mettre en place parce que là, vous parlez du coup sur l'aspect humain, vous vous mettez au même rang qu'eux, vous leur dites que voilà, vous êtes investi à 100%, parce que vous jouez aussi votre peau dessus, et donc ça, ils arrivent à le comprendre. Est-ce que quand on rachète une entreprise endettée, il y a aussi des actions spécifiques, techniques, que vous avez mises en place dans les premiers mois, premières années, qui ont permis justement de relancer la boîte? Pas technique, mais commercial, si vous voulez. Parce que au bout d'un an, si vous voulez, ça fabrique que des échafaudages. Mais vous allez sur un chantier, je suis allé voir quelques-uns de nos chantiers, vous trouvez une bétonnière, vous trouvez une brouette, vous trouvez une échelle. Mais je dis, il y a une synergie. Pourquoi on ne fabrique pas de bétonnière? Or, la bétonnière, c'est de l'échafaudage. Sauf que une bétonnière, c'est quoi? C'est un châssis, quoi. Et le tube est carré. L'échafaudage, il est rond. Mais la machine qui fait des trous, elle s'en fout, c'est sur rond, il faut l'ajuster, faites passer le tube, il y aura le trou, quoi. Donc, on a commencé à faire des bétonnières. Donc, le châssis, on sait le faire. Après la cuve, vous savez, le truc là qui tourne, en fait, c'est de la tôle, vous la prenez, et vous la travaillez, et à un certain moment, vous faites toucher le deux bords et faites une soudure. Et après, pour boucher vous coupez une rondelle d'acier et vous le soudez, et vous le fixez. Et après, vous achetez un moteur, on ne fabrique pas de moteur, c'est des moteurs chinois à 100 € et il fait tourner la machine. Je simplifie, mais donc on a commencé à élargir la gamme. On a fabriqué des échelles, on a fabriqué ce qu'on appelle des serre-joints, serre-coffrages, enfin plein d'accessoires. Petit à petit, votre chiffre se développe. Après, vous diversifiez la géographie du groupe, l'Espagne, l'Allemagne, etc., petit à petit. D'accord. Et alors, vous l'avez mentionné rapidement juste avant, c'est que quand vous faites ce discours-là aux salariés, en tout cas quand le syndicat le fait, vous dites que vous allez être investi et que vous allez sûrement traverser des périodes de crise, c'est normal quand on est entrepreneur. Dans les années 90, justement, vous traversez une période de récession, mais que vous avez réussi à anticiper. Comment justement on développe un peu cette intuition-là quand on est dirigeant Probablement, c'est lié aussi à l'enfance, si vous voulez, parce que vous êtes obligé d'anticiper, sinon vous risquez gros. La grand-mère, le père, moi je l'ai vu, je l'ai vu, senti. Il y a des moments où il ne faut pas que vous soyez sur sa route, sinon vous disparaissez. C'était cet animal-là, quoi. En plus, il était grand, gros, chauve, il fait peur. Et alors, dans le développement du groupe Altrad, comment ça se passe, la suite des années? À quel moment est-ce qu'on décide de racheter d'autres entreprises? Comment ça se structure concrètement? Au début, je voulais raconter, mais on peut être que bref, parce que effectivement, le temps qu'on peut vous accorder,
il n'est pas infini, mais il y aurait pas mal de choses à dire. Ben, le groupe Altrad, si vous voulez, petit à petit, il est devenu connu. Mais les premières années, personne nous faisait crédit, si vous voulez, crédit de crédibilité. Petit à petit, ça s'imposait, quoi, avec le temps, avec le travail, Mais vous n'êtes plus seul. Vous avez 400 personnes qui bossent avec vous et c'est une force. Ça stimule, on crée cette énergie. Mais cet élan-là, si vous voulez, ça c'est votre matière première. Il faut vraiment la soigner. Et la soigner. Et c'est ça qui... Faites quoi avec ça. Après, lorsque vous êtes dans un village, tout le monde se connaît. Après, vous allez dans une autre ville, c'est plus complexe. Après, aujourd'hui, je sais pas, il y a 15 000 Australiens qui travaillent chez Altrad. Il y a 15 000 dans les pays du Moyen-Orient. Il y a des Américains, il y a des Chinois, il y a plein de nationalités. Et il fallait créer, partant de la culture des uns et des autres, qui sont diverses, ces cultures, il faut faire la culture Altrad. Et aujourd'hui, mais c'est un travail très très long, il fallait mettre en place des outils. La première des outils, c'est de dire on a des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est quelque chose que vous faites dont vous êtes fier. Voilà, ça c'est une valeur. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais c'est quoi alors, concrètement? Il faut qu'on choisisse des valeurs qui soient universelles. Il y a des gens qui disent, posez la question, c'est quoi une valeur? Ils disent, c'est le travail. Désolé, le travail, c'est pas une valeur. Ça fait partie potentiellement d'une valeur qui s'appelle le courage. Parce qu'il faut être courageux d'aller tous les jours, quoi. Mais après, on a choisi ces mots qui sont universels. Mais universel signifie, l'Australien va interpréter le mot courage comme le Français, il ne peut pas le faire autrement. Vous voyez, le respect, mais il faut respecter tout le monde. Le respect, on le dit, c'est une sorte de respect, d'élégance de l'âme. Je ne vous connais pas. On a eu un premier échange. Je sentais que je peux vous être utile, peut-être aussi, à travers vous, on allait parler de quelque chose qui peut intéresser tout le monde. En fait, c'est ça que j'ai senti. Et je vous réponds personnellement, oui. Donc, et puis, on est arrivé, vous avez fait la suite. C'est ça, si vous voulez. Après, après, vous avez une valeur qui s'appelle l'humilité. Mais des types comme moi, ben vous n'y accédez pas facilement. Et vous avez des gardes du corps, des secrétaires, un cabinet, un chef de cabinet, un planning qui n'est pas... Mais moi, j'ai rien de tout ça. Je déteste. Donc, vous m'appelez, vous m'écrivez, je vous réponds. Voilà. Pour des sujets où je sais que c'est à moi. Après, il y a plein de choses que je délègue à d'autres parce qu'il y a des gens qui ont des sujets divers et variés. C'est ça. J'écris à l'ensemble des collaborateurs à travers une application. Ça a commencé le premier jour de la Covid en France. Comme tout le monde se trouve, j'habite juste à côté, on se trouve dans un réduit et on ne peut plus bouger. Comment gérer les gens? Donc j'ai commencé à la réécrire 2 fois par semaine. Et après, une fois que le Covid est passé, au lieu de 2 fois, c'est 1 fois. Mais on envoie un message qui porte un message, si vous voulez, porte un élément, une réflexion. Et je leur ai envoyé à tous, 65 000. Mais c'est les touches. C'est les touches qu'il y a quelqu'un au plus haut niveau, qui est président, qui est créateur, qui est actionnaire, à 100% pratiquement, qui leur parle. Mais ça n'a pas de valeur, vous comprenez.
Mais je suis cette personne-là, vous comprenez, je suis modeste, je rentre chez moi, je me fais des pâtes, et je mange des pâtes, quoi. Alors que des types comme moi, ils ont, je sais pas, des tables bien mises. Ça m'intéresse pas, quoi. Après, j'essaye de faire mon travail, quoi. Et justement, c'est très intéressant. Et comment votre rôle, du départ à aujourd'hui, il a un petit peu évolué dans l'entreprise, puisque vous êtes resté vraiment. près des gens? Pas vraiment, si vous voulez. Mon comportement, ce que je suis fondamentalement n'a pas changé. Je parle toujours de la même manière, j'ai la même... j'ai les mêmes valeurs, si vous voulez, que je me suis construit, que j'ai cherché à faire accepter aux autres, parce que je pense que c'est une façon de grandir dans la vie. Et alors, je ne suis pas en train de vous brosser un portrait idéal du groupe Altrad. On a plein de problèmes, plein de sujets, plein de conflits entre personnes, ça existe. Mais la base est bonne, c'est-à-dire on a les tuyaux pour que ça fonctionne bien, quoi. Et après, comment ça fonctionne bien? Mais lorsque vous avez des gens sur lesquels vous pouvez compter pour aplanir, et au lieu de perdre de temps à s'engueuler ou à s'envoyer des mails, on bâtit ensemble, vous comprenez? Et on a mis... Mais en termes de littérature, mais chaque année j'écris un livre de gestion, en plus des romans, quoi. Donc là, vous me parliez, je crois que tout à l'heure, du roman qui s'appelle Se bâtir. Ouais. En fait, il ne s'appellera pas de Se bâtir, mais ça c'est une parenthèse. Écrire un roman, c'est pas simple, c'est un métier. En fait. Ouais. C'est un métier qui est difficile. Parce que vous pouvez, dans la littérature, mais je sors un peu de... on bavarde, après vous ferez le tri de ce que... C'est un métier. On vous dit quoi? Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, un roman, d'accord? Tout ce que vous voulez. Mais à condition que le résultat soit bon. Ça suppose que vous ayez un sujet, ça suppose que vous allez écrire, ça suppose plein de choses, si vous voulez. Mais voilà un domaine, si vous voulez, où il n'y a rien de rationnel dans l'écriture. Pourquoi je vous écris quelques lignes, vous allez les accepter, et puis peut-être quelqu'un dit c'est le bordel, ça, j'en veux pas. C'est comme ça. Donc c'est un domaine, si vous voulez, qui m'a fasciné, et grâce à la France, et grâce à la nécessité de maîtriser, entre autres, et de gagner justement sa place dans ce pays, c'est de maîtriser sa langue. Oui. Et petit à petit, j'ai réussi à être, je pense, convenable en français. Donc après, lorsque vous commencez d'être écrivain, ben, qu'est-ce que vous faites pour un chef d'entreprise? Eh bien, vous écrivez des livres de gestion. Donc j'en ai fait un en 1904. Je ne sais pas, le premier dans les années 80, ça s'appelle Stratège de groupe. C'est quoi la stratégie d'un groupe? Mais à l'époque, c'était compliqué parce qu'il y a la notion de groupe, juridiquement, n'existait pas. C'est venu bien après. Donc la fiscalité est venue après, etc. C'est sophistiqué. Après, un autre s'appelle écouter, harmoniser, diriger. C'est des savoirs du manager. Savoir être très bien physiquement, mentalement, savoir parler, savoir gérer, etc., etc. Et les 7 savoirs du manager, et être bien physiquement aussi, c'est-à-dire une discipline d'hygiène de vie, de sport aussi, quoi. Et là, j'ai arrêté d'écrire pour le grand public. Je voulais écrire que pour les gens Altrad. Okay. Mais c'est une forme de respect, quoi. Alors, j'ai beaucoup écrit. Justement, il y a un livre sur les valeurs que je viens de vous expliquer. Ça existe. Mais ça prend 6 mois pour l'écrire parce que il faut faire des recherches ce que ça signifie une valeur. Après, quelle valeur choisir qui soit universelle, etc., etc.
Mais ça, il faut faire des recherches importantes pour ne pas écrire des conneries, quoi. Et après, vous ajoutez votre partie à vous, qui est la plus importante, parce que vous allez vous adresser à un public que vous connaissez bien. Une fois que c'est écrit, je le partage avec tout le monde. Et après, on fait un séminaire annuel. C'est au mois d'avril, le mois prochain. Vous avez 600-700 cadres Altrad supérieurs. Ils viennent. On loue le Coran de Montpellier et tous les hôtels de Montpellier. Et puis, on reste ensemble une semaine. On discute du sujet. Donc, il y a eu un livre sur les valeurs, sur la croissance, sur la raison d'être, sur un tas de sujets, si vous voulez, chaque année. Et lors de ce séminaire, on invite des personnalités et on s'assure qu'ils ne ressemblent pas, quoi. Donc, on a invité Sarkozy, il est venu nous parler 2 fois. On a invité Tony Blair, un ancien ministre, premier ministre anglais, Gerhard Schröder, chancelier allemand, Barack Obama et sa femme qui ont accepté de venir, mais sauf que c'était l'année de la Covid, qui ne sont pas venus. Lequel Barack Obama, je connais. Et voilà, si vous voulez, on reste comme ça. Et puis, il y a une partie convivialité, etc., etc. Il y a une partie quand même travail, lorsqu'on parle de croissance. Une croissance est une notion importante dans les entreprises. Une entreprise qui ne croit pas disparaît. Pourquoi? Parce que la croissance, c'est le chiffre d'affaires. Et si votre chiffre d'affaires stagne, voire baisse, comme les coûts de la vie augmentent, à un certain moment, vous allez avoir un breakpoint. Et puis, donc, c'est une obligation de croître. Si vous faites de la croissance, vous avez une chance de réussir. Si vous n'en faites pas, vous avez une certitude de disparaître. Mais là, c'est 80 pages. Je vous le résume en une phrase, mais il y a 80 pages. Il faut expliquer. Après, la raison d'être, c'est un peu plus épais. C'est quoi la raison d'être? En gros, pourquoi je fais ce que je fais? C'est ça, quoi. Pourquoi ici, dans ce bureau, du matin au soir, je bosse, pourquoi? Et il faut donner ça. Et pour moi, c'est l'entreprise, c'est un outil, si vous voulez. Pour qui? Pour faire du bien à ses salariés dans le coin où l'entreprise est et au-delà, si on peut. Donc, on crée des fondations, on donne beaucoup d'argent. Il y a un pourcentage non négligeable du résultat annuel de l'entreprise qui est distribué. On fait ça. C'est pas style, je me remplis les poches, etc. Ça ne m'intéresse pas. Après, vous avez le dernier que j'ai écrit, d'ailleurs, qui fera l'objet du prochain séminaire de mois d'avril. Ça s'appelle le dépassement de soi. Voilà un vrai sujet. Mais on s'éloigne quand même de l'économie, si vous voulez. Mais on revient à l'homme. Donc, on pose la question à 10 personnes qu'on trouve dans le jardin des bureaux. C'est quoi le dépassement de soi? Mais vous aurez plein de réponses, quand même. Sauf que la majorité, à mon avis, c'est des réponses difficiles pour la personne qui donne la réponse, quoi, en quelque sorte. Donc le dépassement de soi, c'est d'abord il y a 2 mots, soi et dépassement. Bon, le dépassement, mais vous voulez dépasser quoi? Et en plus, pourquoi dépasser? Donc il y a des questionnements. Soi, mais c'est quoi la définition de soi? Eh bien, je ne sais pas. C'est quoi le soi? Le soi, il y a 2 expressions, si vous voulez, en français. Il y a la notion qui je suis et quel je suis. Mais ce n'est pas la même chose. Quel je suis, j'ai Pierre en face de moi. Pierre, présentez-vous. Et très généralement, les gens, et je suis né à Paris,
j'ai tel âge, je fais ça, bon. Mais c'est un CV, ça, vous comprenez? C'est l'apparence. Est-ce que c'est ça, Pierre? Est-ce qu'il interviewe des types qui sont un peu pas bien, ou autre chose? C'est ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, mais de connaître qui est la dame là-bas, qu'est-ce qui l'anime, sa description, à la limite, ok, c'est très bien, on en parlera. Mais est-ce que c'est ce lien-là, si vous voulez, que vous devez connaître? Mais je parle de ça souvent, mais du coup, si vous voulez, quand vous faites ça, vous vous enrichissez à titre personnel et à titre intellectuel pour écrire 80 pages sur le dépassement de soi. Eh bien, il faut que vous vous intéressiez à la philosophie, à la sociologie, à la médecine aussi. Pourquoi ça? Je vous l'expliquerai après. Et un tas d'autres domaines. Donc, c'est le soi. Le soi, c'est ce que je suis intimement. C'est le qui je suis et non pas quel je suis. Voilà. Et donc, et c'est ça. Et je cherche à amener ma population à réfléchir en fait sur eux-mêmes et potentiellement pour qu'eux-mêmes dupliquent cette façon d'être, quoi, en quelque sorte. Et alors, à travers justement les livres que vous avez mentionnés, on en apprend beaucoup sur vous, on en apprend beaucoup sur beaucoup d'autres choses plus générales, la philosophie, etc. Pas mal d'entrepreneurs apprennent via un mentor ou autre. Vous vous êtes construit, en tout cas, une grande partie de votre vie en tant qu'autodidacte. Et là, ce que vous dites, justement, on peut en apprendre des autres. C'est aussi l'objectif et les valeurs que vous essayez de mettre en place dans votre société, enfin dans le groupe Altrad d'aujourd'hui. Vous, comment vous arrivez à continuer de vous instruire? De qui ou comment est-ce que vous arrivez à apprendre? Je me saisis de sujets là, tels que le dépassement de soi. Et là, c'est volontaire, sortir, si vous voulez, sortir les gens de leur contexte que travail, élargir, ouvrir des angles, etc. Et espérer que les gens saisissent l'opportunité pour progresser. Donc, mais vous prenez le dépassement de soi, c'est un truc fantastique. Mais je fais quoi? J'ai un deal avec des facultés à Montpellier où il y a des étudiants. J'adore les étudiants et les jeunes pour travailler avec. J'ai dit, écoutez, vous allez me trouver, faire des recherches planétaires, vous me trouvez tout ce qui a été écrit sur le sujet, sur la croissance, sur le dépassement de soi. Et ça, c'est compliqué, le dépassement de soi, parce que vous cherchez dépassement ou soi. Et dans les deux cas, si vous cherchez dépassement, ça vous envoie vers des trucs qui ne sont pas intéressants. Et le soi aussi. Donc, l'homme, depuis sa création, il a cru qu'il était une copie conforme de ses parents. On dit, de toute façon, c'est mon fils, il me ressemble, et c'est ma fille, et moi, je ressemble à mon père. Oui, ok. Et jusqu'à 1941, depuis le début de l'humanité, jusqu'à 1941, donc c'est récent à l'échelle de l'humanité, on a découvert l'ADN. C'est une invention récente. L'ADN, c'est une matrice qui effectivement dit quoi, mais là aussi, je ne veux pas m'aventurer par les médecines, parce qu'un médecin, il va dire, il raconte n'importe quoi, mais je ne raconte pas n'importe quoi pour le dupliquer à notre vie de tous les jours, et après, eux, ils feront le reste sur le plan médical. Et donc, mais c'est vrai, d'abord, notre ADN est très proche de celui de nos parents, mais pas copie conforme. Pourquoi? Parce que vous prenez un peu des deux, quoi, père, mère. Et après, il y a une partie à vous. Donc, c'est déjà... Mais quand même, il y a beaucoup de trucs. Par contre, vos parents vous influencent beaucoup les premières années. Ils vous expliquent comment il faut faire les choses, ne fais pas ça, fais ça, etc. Et on est arrivé à 1941.
1941, on valide ça, finalement. On le valide, c'est un Américain qui a eu un prix Nobel pour ça. Après, ce que l'homme, au moment de l'invention de l'ADN, l'ADN tel qu'il est, il joue une fonction qui joue sur vous-même et qui fait que vous faites des choses ou vous ne faites pas des choses. Sauf qu'on a découvert beaucoup plus tard, grâce à des types qui ont réfléchi, et moi aussi, de mon côté, de dire finalement la matrice ADN, c'est une forme d'outil. Mais comme chaque outil, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser pour casser, pour construire, pour plein de trucs, quoi. Okay. Donc il faut la travailler, quoi. Mais si vous prenez, et là où j'ai beaucoup appris aussi, dans votre tête, vous avez 100 milliards de cellules. 100 milliards, c'est considérable. Cellules, c'est microscopique. Et alors, la nature, le bon Dieu, a fait que vous avez des zones de votre cerveau, par exemple cette partie-là, c'est la mémoire. Et si ça vous permet de vous projeter pour marcher, par exemple, ou pour aller chercher un objet, et ainsi de suite. Oui. Donc, chaque zone a ses propres cellules, elles fonctionnent en autonomie, mais elles fonctionnent aussi en synergie avec tout le reste. Mais l'intelligence de l'homme, ou la capacité de l'homme, c'est de ne pas laisser, si vous voulez, les cellules ou les zones fonctionner en autonomie. Il faut créer des synergies entre. C'est pour ça l'intelligence, et il faut qu'elle soit connectée à la mémoire, parce que dans la mémoire, il trouve les informations. Voilà, et ainsi de suite. Et vous pouvez faire travailler ça, et vous pouvez progresser. Et c'est comme ça qu'on progresse, oui. Et c'est ça qui m'a fasciné. Alors, est-ce que des chefs d'entreprise écrivent des livres? Je ne sais pas. Pour moi, un chef d'entreprise qui lit mes livres, peut-être tous les matins, ou je ne sais plus quel canard dans une autre région de France. Est-ce qu'un chef d'entreprise qui écrit des livres, ça doit exister, mais beaucoup moins? Est-ce qu'un chef d'entreprise écrit des romans? Je ne crois pas. Moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais connu un chef d'entreprise qui écrit des romans. Bon, vous allez trouver. Voilà, je pense que vous voulez connaître qui je suis à travers votre émission. Je vous dis ça si vous voulez, mais je peux vous parler de beaucoup de choses dans tous les domaines. Et ça me passionne, mais la finalité, comme je vous l'ai dit, de tout ça, il faut la trouver, quoi, parce que, encore une fois, les histoires, ils s'arrêtent à un moment, quoi, y compris, il faut espérer que ce ne soit pas des fins dramatiques, quoi. C'est comme l'amour, ça finit toujours mal, quoi. Alors là, vous avez dit du coup comment vous arrivez à continuer à vous enrichir des expériences et autres. On arrive vers la fin de notre échange. J'ai encore quelques questions, mais c'est plus sur justement le groupe, vous aujourd'hui. Vous en avez parlé un petit peu, donc de vos missions, les valeurs, que l'humain, en fait, il est au centre, vous, d'un groupe. Forcément, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes plus de 60 000 aujourd'hui. Vous faites un peu plus de 5 milliards de chiffres. Pour vous, avec l'expérience que vous avez monté le groupe il y a 40 ans, c'est quoi les facteurs clés de succès pour un groupe de cette envergure? Et comment on arrive aussi à maintenir une croissance constante, vous l'avez dit, à 2 chiffres presque chaque année? Voilà, les facteurs clés de succès du groupe et comment on continue d'avoir une croissance aussi importante avec cette taille-là. L'essentiel, si vous voulez, les blocages, pas uniquement dans l'entrepreneuriat. Les éléments de non-évolution sont dictés par l'homme lui-même. C'est-à-dire, on décide que tel truc, je ne le fais pas. J'entends souvent des gens, je ne ferai jamais ça. Dans une discussion, mais je ne vois pas pourquoi masquer quelque chose que vous pourriez un jour faire et vous dites aujourd'hui je ne le ferai plus jamais ou je ne ferai jamais, quoi. Donc, ces blocages-là, il faut vraiment les éliminer. Donc c'est l'homme qui est son propre ennemi. Lorsque je dis l'homme, la femme y compris dans ça. Après, si vous voulez, on a tous des opportunités dans notre vie.
et les opportunités passent par des rencontres, des découvertes de l'autre. C'est ce qu'on appelait la culture, son acceptation ou son rejet. Mais les opportunités sont là, et il suffit de les regarder et s'attarder à ça, quoi, vous voyez. Après, il vous faut d'autres critères personnels, quoi, que vous pouvez travailler. Est-ce que le jour où je suis né, j'étais prévu d'être ça? Je ne sais pas. Je pense que mes événements propres de ma propre vie, qui n'est pas facile, qui continue à ne pas être facile, parce que j'arrête pas de bosser, j'arrête pas de régler des problèmes. J'ai un club de rugby qui marche, et il est champion de France, champion d'Europe, et l'année en cours, et il est dernier, et on galère pour sortir, etc. Donc, je ne sais pas. Donc, tous, on a notre chance dans la vie. Il suffit de la saisir et être habité de valeurs. La réflexion, le raisonnement à court terme, il faut les éviter, surtout lorsque c'est empreint de teinté de choses qu'il ne faut pas. Il faut pas. Ouais. Et alors, vous, aujourd'hui, là, vous nous avez fait le plaisir de me recevoir ici dans vos bureaux. Je sais que vous êtes quand même pas mal occupé, vous le dites, vous travaillez beaucoup. Comment elles s'organisent vos journées exactement, de manière générale? Comment est-ce qu'on structure sa journée quand on dirige un groupe de cette taille-là? Oui. On a ce qu'on appelle là aussi une caractéristique du groupe, si vous voulez. La très grande majorité des groupes, ils sont hiérarchisés, quoi. Un patron, je parlais ce que c'est un patron, un secrétaire, chef de bureau, etc., etc. Après, vous avez plein de couches, hein, un truc millefeuille, là. Là, je déteste ça. Et vous avez, entre une décision prise, je ne sais pas, par le président d'une grosse société comme Altrad, entre le moment où vous décidez et le moment où ça descend à la personne qui, lui, va faire. Parce que moi, je peux vous écrire des trucs et mon travail est fini. Mais non, vous n'avez rien fait. En fait, il faut que ça soit appliqué et que ça produise de la valeur pour l'entreprise, pour ses salariés, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils ont écrit, ils pensent que l'idée est bonne et formulée, ben c'est fini, mais non, on n'a rien fait. Donc je suis habité, si vous voulez, par cette exigence de passer de l'acte, enfin de l'idée à l'action. Et ça, c'est très important. Ça, c'est un. Donc, les couches hiérarchiques, qui sont autant de ralentisseurs, supprimées. Entre moi et la personne, si vous voulez, qui se trouve, je ne sais pas, à Singapour, qui travaille pour Altrad, il y a deux échelons. Il peut m'écrire en passant. Il n'a pas besoin de l'autorisation de son chef pour m'écrire. Par contre, il faut qu'il le mette en copie. Il m'écrit, je lui réponds, ou je transfère son mail à quelqu'un d'autre qui va régler le sujet qui l'intéresse. Je reçois en moyenne 300 mails par jour. Alors, il y a une grosse partie, si vous voulez, je fais transfert, parce que je regarde le titre, etc., je connais, ça passe, c'est traité. Après, vous avez une partie où vous pouvez traiter, mais très légèrement, quoi, un petit mot, et puis le problème est réglé. Et d'autres, il vous reste peut-être sur les 320, 30 par jour. Là, il faut que vous passiez du temps, quoi, parce qu'il y a des sujets sérieux, quoi. C'est ça. Alors, je travaille, je commence à 6 heures. Je finis tard la nuit, quoi. Après, c'est émaillé de calls, d'appels téléphoniques, etc. C'est ça ce que je fais. D'accord. Je dors pas beaucoup, insomniaque, mais ça fonctionne. Donc on a parlé un petit peu justement de vous, l'emploi du temps que vous avez aujourd'hui. Là, les objectifs et la mission d'Altrad aujourd'hui, sur les prochaines années, comment vous la voyez un petit peu, comment vous l'avez définie?
comme je vous l'ai dit, notre croissance est à 2 chiffres. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais c'est à 2 chiffres, c'est beaucoup. Lorsque vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires et vous faites 10%, ça ne fait pas beaucoup. Mais là, si vous voulez faire à 2 chiffres, d'ici 2-3 ans, il faut faire 10 milliards de chiffre d'affaires. Mais en gardant tout ce qu'on a dit, si vous voulez, et surtout la rentabilité. Il y en a qui grossissent et après ils perdent de l'argent. Il faut garder ça. Jusqu'à présent, il y avait des paliers comme ça. Ces paliers ont respecté les fondamentaux, c'est-à-dire je grandis, mais ce n'est pas au détriment de la rentabilité. Mais là aussi, comment on fait? Il y a des techniques, si vous voulez, la relation avec une banque ou les banques, par exemple. Je sais que le premier contact avec un banquier, parce que vous ne pouvez pas créer une entreprise sans compte bancaire. Donc il vous faut un banquier. Mais je suis allé voir et il ne voulait pas m'ouvrir un compte bancaire. Va savoir pourquoi. Je pense pour tout ce qu'on a dit, quoi. Il ne comprenait pas ce que je lui proposais, quoi. Créer une boîte d'échafaudage, informaticien, tout ça. Après, je lui demande, un peu plus tard, de me prêter 30 000 francs. 30 000 francs, c'est quoi? C'est 5-6 000 euros, non? Ben, il ne voulait pas. Et il ne voulait pas. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, je demande aux banques 2 milliards d'euros, on les a. Mais vous voyez, c'est tout ça. Mais on avance comme ça. On avance comme ça. Après, vous avez des notions de taille, si vous voulez. 5 milliards d'euros, on peut se financer auprès des banques. Mais on y limite, parce que les banques ont des limites pour financer des groupes comme nous, parce que ça peut être un risque très important. Donc il faut aller sur ce qu'on appelle les marchés financiers. C'est-à-dire, vous êtes comme l'État français, vous dites, moi je suis Altrad et j'ai besoin d'emprunter tant d'argent. Et là, il y a une préparation, il y a une documentation à faire, il y a un savoir-faire aussi à faire. Il y a des agences de notation. Vous rentrez dans un autre univers, si vous voulez. Et tant que ça, ce n'est pas maîtrisé, vous ne pouvez pas faire le doublement et la croissance. Donc on travaille là-dessus. Et on grandit, on grossit et on apprend beaucoup, quoi, tout en restant très agile par rapport à ce qu'on est, quoi. Avec les bases solides que vous avez évoquées tout à l'heure et les valeurs. Donc, alors, comment on trouve les cibles? Aujourd'hui, on est mondialement connu à travers le sponsoring dans le rugby, à travers le club de Montpellier, propriétaire et sponsor, l'équipe de France. Donc, je suis le premier sponsor de l'histoire de l'équipe de France. Je suis le sponsor des All Blacks. C'est la plus belle équipe au monde. Et puis, on a un club en Australie qui s'appelle la Western Force. C'est l'équivalent de Montpellier, mais en Australie. D'accord. Donc, il y a une exposition mondiale du groupe qui fonctionne bien. Et alors, aussi, à travers, justement, vous avez parlé rapidement des prix alors, de Montpellier, du club de rugby. Vous avez reçu aussi beaucoup de prix, que ce soit avec ça, mais aussi à titre personnel. Vous êtes officier de la Légion d'honneur, vous êtes le premier Français à recevoir le titre EY de meilleur entrepreneur du monde. Vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous fait ce genre de distinction? Est-ce que, à titre personnel, ça vous touche peu? Et c'est plus justement cet esprit collectif que vous avez quand vous arrivez à remporter des trophées avec le rugby? Comment... Il y a eu beaucoup de trophées là, il y a juste une petite sélection, mais il y en a des centaines et je ne sais plus où les mettre, franchement, hein, je vous dis ça avec beaucoup de modestie. Donc ils sont, je sais pas, ils sont dans des greniers, des choses comme ça. Là vous avez le prix de meilleur entrepreneur au monde, hein, là-bas. Ce sont des distinctions, si vous voulez. Après il y a la Légion d'honneur, chevalier et ensuite officier. Je le prends comme une reconnaissance, si vous voulez, mais ça ne change pas fondamentalement le personnage que je suis, quoi. Donc je le prends, ça fait plaisir à mes salariés, ça fait plaisir à beaucoup de gens, c'est une reconnaissance.
mais j'ai l'impression que je suis toujours, si vous voulez, le français d'origine syrienne, quoi. Ouais. La quête, elle est un peu infinie en fait. Le chemin, il est jamais terminé. Ça se terminera, je pense, jamais. On peut tout faire, si vous voulez, mais la question métaphysique, si vous voulez, est-ce qu'on peut être deux, arabe et syrien et français, mais est-ce que vraiment on peut être deux, sachant que les deux sont différents, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est naturellement perturbant, quoi. Et avec le recul, vous pensez que justement, tout à l'heure, on parlait du fait d'être attaché à qui on est dans le passé. Est-ce que ça nous définit vraiment? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à répondre à cette question-là? Non, si vous voulez, parce que c'est vous pouvez dire je suis français, quoi, et voilà. Mais vous n'êtes pas français. Vous n'êtes pas français parce que vous avez des croyances qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez beaucoup de choses qui vous distinguent. Et après, il arrive des choses, si vous voulez, on peut assimiler une nouvelle culture, c'est ce que j'ai fait, et je pense que ce que j'ai fait pour la France, ça va au-delà de la moyenne de ce qui est faisable. Mais au passage, j'ai ce sentiment que je ne dois pas oublier ce que j'avais été, quoi, parce que j'y tiens, quoi, et parce que ça existe, et parce que je pense que c'est bon de garder. Mais je vis avec ça, mais c'est pas facile à vivre, si vous voulez. Je le vois dans le regard des gens, quoi. Par exemple, tout ce qui est patronat, moi, ça m'attire pas, si vous voulez. C'est un lieu où c'est vrai qu'on traite des sujets, mais c'est plutôt fait pour faire des réseaux, quoi. J'ai pas besoin de réseau, quoi. J'arrive à vivre sans ça, quoi. Mais je ne méprise pas, je veux dire, il y a des parcours et peut-être le mien, c'est pas le plus facile pour être copié, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire au Moed de 10 ans, si vous pouviez lui passer un message? Il y a 10 ans? Le vôtre, enfin vous, Oui. petit à 10 ans, qu'est-ce que vous lui pardon. Qu'il a été résilient, qu'il a été peut-être fou, qu'il a emprunté un chemin qui ne finira jamais. Pourtant, il faut trouver une fin, c'est ce qu'on a dit. Qu'il a été utile finalement à beaucoup de monde et qu'il était habité par des valeurs et des motivations humanistes finalement qui sont importantes. Et je dirais, écoute, tu as atteint tes limites. Et une dernière question, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune, un homme ou une femme français aujourd'hui qui souhaite entreprendre, ou que ce soit dans sa création d'entreprise ou dans le reprenariat comme vous l'avez fait? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil avec votre expérience? Vous savez, pour être pertinent dans ces conseils, il faut le conseil sort, quoi. Est-ce que je dis à un jeune fait comme moi? Sûrement pas, quoi. Peut-être des parties de moi, si vous voulez, mais cette ambition, cette résilience, cette capacité de travailler, mais consacrer toute une vie, si vous voulez, comme moi, je ne suis pas sûr. Merci beaucoup, monsieur Altrad. C'est moi qui vous remercie, à vous tous. Hein. Merci de nous avoir reçus ici et pour ce temps. Avec plaisir, et vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup.